Bonjour à tous, nous sommes ici dans la bulle de l'éditeur Delcourt pour la sortie de L'Obsession du pouvoir. C'est la première BD des journalistes d'investigation Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, cet album se nourrit de vos expériences à la fois professionnelles mais également dans une moindre mesure personnelle. Est-ce qu'il y en a une qui vous tient particulièrement à cœur et qui apparaît dans l'album ? Ceci est une bonne question. En fait, pour faire cet album, on a dû vraiment se pencher sur nos 35 années d'expérience et on s'est aperçu que beaucoup de choses étaient entremêlées, à la fois notre vie personnelle et nos enquêtes, parce qu'on a toujours tout donné en fait, à ce métier. Et il se trouve que Fabrice et moi, on est les meilleurs amis du monde. Donc tout ça se mélange un peu parfois. Mais moi, qui me tient à cœur, c'est vraiment le fait que justement, à travers cette bande dessinée, on voit bien qu'on a tout consacré à ce boulot, peut-être trop, et que parfois ça pèse et que ça amène à faire soit des erreurs professionnelles, soit à encaisser des coups qui sont un peu violents. Et donc, si je devais en retirer quelque chose, ce serait de me dire que ce serait pas mal aussi parfois de savoir lever un peu le pied. Mais c'est un conseil que je ne sais pas m'appliquer. Oui, moi je dirais juste pour répondre à cette question en l'illustrant concrètement, moi j'ai comme ça parmi les images qui me viennent en tête issues de cette BD, j'en ai deux qui illustrent justement le fait que c'est un métier où on peut passer, j'allais dire, du rire aux larmes, du drame à la joie, de l'excitation à la déception. Et donc moi j'ai cette vignette qui me représente complètement catastrophée le jour où après avoir fait une interview d'un témoin important dans l'affaire Bettencourt, ce témoin se rétracte. Et voilà, Claire Thibault, et là c'est le pire moment de ma carrière vraiment, et rien que revoir l'image ça me fait encore mal en fait, ça me fait souffrir. Et quelques pages plus loin, il y a cet incident, mais plutôt drôle, lorsqu'on interviewe avec Gérard François Hollande dans le cadre du livre « Un président ne devrait pas dire ça », il était venu dîner chez moi cette fois-ci, parfois c'était chez Gérard, parfois c'était à l'Élysée, on faisait des interviews, parfois à domicile donc, et d'un seul coup, à l'époque j'avais un petit chien et deux chats, et qui se battent dans l'escalier, et vous avez, c'est très bien dessiné, vous avez le président de la République qui sursaute, qui dit qu'est-ce qui se passe, il y a un gros boucan derrière lui, et c'est vrai qu'on a eu une crise de fou rire, parce qu'on dit on a quand même le président de la République devant nous, et c'est n'importe quoi. Mais ce métier c'est ça en fait, c'est tout ça, donc c'est formidable, il y a des fois c'est dur, et puis il y a des fois on prend du plaisir tout simplement. Alors justement, vous faites part dans l'album de vos sentiments qui sont parfois personnels, et au début de l'ouvrage vous évoquez la rivalité qui à un moment donné vous oppose quand l'un travaille à Mediapart, l'autre est resté au Monde. Est-ce que ça veut dire que investigation et amitié sont incompatibles ? Moi je pense que c'est faisable d'être rival. Mais avec l'amitié qui nous réunit, Fabrice et moi, c'est compliqué, objectivement, parce que on passait notre temps ensemble en dehors du travail. C'est ça le problème, c'est qu'on passait notre temps à nous entraîner pour faire des marathons, à jouer au football à l'époque, à faire du vélo, à dîner, à partir en vacances. Et dans ces cas-là, se cacher ce qu'on va faire le lendemain, c'est très compliqué. Moi, j'ai en tête encore le coup de fil que Fabrice m'a passé le jour où il fait son interview scooping dans l'affaire Bettencourt, où il va révéler que Claire Thibault, la comptable, balance des choses sur Sarkozy. Il m'appelle le matin et il me dit tu sais, sois pas déçu, cette interview c'est moi qui l'ai faite, mais je pense pas que dans le monde tu aurais pu la passer. Et il me rappelle qu'il me dit ça, parce que c'était une interview osée, quoi, violente. Et j'étais hyper content pour lui et j'étais hyper malheureux pour moi. Donc voilà, je pense que c'est mieux qu'on soit ensemble. Vous dites que le pouvoir, donc c'est le titre de l'ouvrage, et l'obsession donc des présidents. Est-ce que c'est leur drogue dure ? C'est-à-dire, une fois qu'ils y ont touché, ils ont vraiment du mal à s'en passer ? Moi, je pense que oui. Je pense qu'effectivement, c'est addictif le pouvoir. Surtout en France, puisqu'on est dans un pays où le chef de l'État concentre justement tous les pouvoirs. Il peut faire beaucoup de choses, il a une grande liberté. Il est quand même si les Français aiment bien critiquer les hommes et femmes politiques, il y a une sorte de révérence. C'est le patron, quoi, entre guillemets. Et je me mets à leur place. Je pense que ça flatte votre ego. Et on s'habitue. Oui, donc effectivement, le terme de drogue, au sens imagé du terme, il n'est pas faux. Il y a une preuve très simple. Combien connaît-on d'anciens présidents de la République
qui, une fois qu'ils ont quitté le pouvoir, se sont désintéressés de la chose publique. Mais non, pas du tout. Ils ont tous été obsédés. Il y en a qu'un qui n'était pas obsédé à l'idée de revenir, c'est Jacques Chirac, pour la bonne et simple raison que malheureusement pour lui, il n'était plus en état, il était dégradé au point de vue de la santé. Mais rappelons-nous Giscard d'Estaing, il a essayé de revenir, il a échoué, mais il a essayé de revenir. On voit bien que François Hollande, il ne rêve que d'une chose, c'est de revenir quand même. Je ne parle même pas de Sarkozy, qui sera obsédé par le pouvoir jusqu'à la fin de ses jours. Et Emmanuel Macron, je demande à voir, beaucoup disent qu'une fois qu'il aura fini ses 2 mandats, il passera à autre chose. Je pense que le titre n'est pas par hasard. Je pense que cette obsession, elle ne quitte jamais ceux qui l'éprouvent, parce qu'effectivement, oui, goûter au pouvoir, c'est comme goûter à un produit addictif. Vous avez longuement enquêté sur François Hollande. Dans la BD, on le voit, hein, vous ne le cachez pas, vous l'invitez régulièrement chez vous, donc pour des dîners de travail. Comment est-ce qu'on ne glisse pas vers une certaine connivence à ce moment-là, et comment est-ce qu'on fait en tant que journaliste pour garder la bonne distance ? Je ne suis pas certain qu'on ait constamment la bonne réponse à cette question, qui est excellente, mais ce qu'on a essayé de faire, nous, c'est de mettre des garde-fous constants. C'est-à-dire qu'on a demandé à ce qu'il n'y ait jamais de conseiller quand on interviewait le président de la République. On a demandé à ce qu'il n'y ait pas de relecture de ses propos. On a demandé aussi que quand on le voyait en interview avec Fabrice, les magnétos soient constamment branchés. Il y avait toujours 2 magnétos branchés. Enfin, on a fait en sorte de ne jamais l'appeler François. On a fait en sorte de ne jamais le tutoyer, ça n'a l'air de rien, mais à Paris, de nombreux journalistes qui le connaissaient depuis très longtemps le tutoyaient et partaient même en vacances avec lui. Nous, on a toujours laissé ces barrières s'installer et on a surtout essayé de ne jamais les franchir. Donc du coup, on était parfois dans une sorte de zone grise qui n'était pas super confortable, mais je ne pense pas qu'on ait basculé de l'autre côté de la ligne jaune. La ligne jaune, ça aurait été vraiment le tutoyer, lui dire non, il ne faut pas dire ça, ou alors ça tu peux le dire, mais dans ces cas-là, nous on ne l'écrira pas. Nous, on l'a laissé. On lui a posé toutes les questions qu'on voulait. Simplement, ce qu'on s'est souhaité, ce qu'on a accepté de mettre en place, nous, c'est de le sortir de son cadre. Ça, c'est vrai. On a franchi une certaine barrière qui n'est pas souvent faite et qu'on a demandé au président de la République de se déplacer chez nous pour des dîners, parce qu'on s'est rendu compte qu'une heure à l'Élysée, c'est super, mais qu'on n'avait pas grand-chose en fait. Alors que quand on le déplaçait chez nous, ça durait 2-3 heures, et on était seuls, il n'y avait pas d'huissier, pas de garde du corps, et là, la parole se libérait. Bon, on considère que le jeu en valait la chandelle. Vous dites dans l'album que vous étiez au courant assez tôt de ces escapades extra-conjugales, des escapades de François Hollande extra-conjugales pour aller voir Julie Gaillet, mais que vous avez refusé de sortir l'info, qui était un scoop. Pour quelle raison ? Alors, pour être plus précis, on a été informé de cela quelques semaines auparavant, hein, c'était pas des années avant, hein, c'était quelques semaines auparavant. Ce qu'on révèle dans la BD, c'est une anecdote assez savoureuse, c'est que c'est au cours d'un rendez-vous avec Nicolas Sarkozy lui-même, dans son bureau, qui nous met sur cette piste qui nous paraît un peu crapoteuse. Alors d'abord, on se dit, on est au courant de rien, on devrait quand même en savoir plus qu'on suit le président de la République depuis le début de son quinquennat, mais la réalité, c'est qu'on ne s'intéressait pas à sa vie privée, et parce que c'est pas notre tempérament. Et qu'est-ce qu'on a fait de l'information qu'on nous a donnée à ce moment-là ? Rien du tout, parce qu'on ne se sentait pas, on pensait que ça ne regardait que François Hollande, et que ce n'était pas du tout notre appétence de se jeter là-dessus, et j'allais dire que personnellement je n'ai pas de regrets. Ensuite, on voit bien comment l'information entre guillemets est sortie dans un journal People. C'est quelque chose c'est une chose qui ne nous convient pas, on n'est pas à l'aise par rapport à ça. Donc c'est vrai qu'on n'a pas, c'est pas qu'on a étouffé une information, c'est qu'on ne l'avait pas, mais on n'a pas cherché à creuser, parce que je me demande bien même qu'est-ce qu'on aurait pu faire si on avait eu confirmation un peu avant que ça sorte dans le closer que François Hollande avait une liaison. Très sincèrement, je pense qu'on aurait proposé le sujet au journal. Il y a une seule chose qui nous motive avec Fabrice, on ne l'aurait pas publié. Oui, parce que ce qui nous motive, et le monde aussi, c'est l'intérêt général. Or là, quel est l'intérêt pour le public de savoir que François Hollande a une maîtresse ? Où est l'intérêt général et public là-dedans ? Certains vous diront il y en a, moi je ne pense pas. Voilà. Mais chacun sa façon de voir les choses. Et il ne faut pas oublier, donc il y a l'intérêt général, et puis on écrit quand même sur des êtres humains. C'est tout bête, mais là en l'occurrence, il y a un homme, il est président de la République, ok, mais ça reste un homme. Il y a une compagne officielle, il y a donc une autre personne. Mais ces personnes-là n'ont pas demandé à ce qu'on vienne s'immiscer dans leur vie privée. Et normalement, on n'a pas le droit de le faire en réalité. C'est aussi bête que ça, pour revenir à la base. La vie privée, comme son nom l'indique, elle n'a pas à être jetée en pâture pour être qui que ce soit, parce que ça peut faire de lourds dégâts, de très lourds dégâts humains. Donc il y a aussi ça. Et on est journaliste, mais on est d'abord des citoyens et des hommes ou des femmes. Vous évoquez dans l'album une scène assez lunaire entre Jean-Marc Ayrault et François Hollande. François Hollande, pardon.
dans laquelle donc, Jean-Marc Ayrault dit que Fillon lui a demandé juste une seule faveur, c'est de recaser son directeur de cabinet. Des anecdotes comme celle-ci, est-ce que vous en avez été témoin d'autres anecdotes comme celle-ci? Est-ce que vous en avez déjà été témoin au cours de vos enquêtes, donc plus de 35 ans d'enquête? On en a eu beaucoup. Durant ces 5 ans, on l'a vu à 61 reprises. Et parfois dans des circonstances particulières, comme chez nous, on a beaucoup d'anecdotes le concernant, comme d'autres personnes, parce que Nicolas Sarkozy, on l'a revu souvent aussi, puis Bernard Tapie, on a fréquenté beaucoup de personnages importants. Et en fait, ce qu'on a souhaité dans cette bande dessinée, c'est que les anecdotes, elles aient une place, c'est-à-dire qu'elles servent à quelque chose. On aurait pu faire objectivement un recueil de nos aventures et de nos histoires avec les gens. Je ne suis pas certain que ça aurait eu un sens. Là, on a essayé que ça a un sens, donc parfois on l'égaye avec quelques anecdotes, mais comme quand je m'évanouis à un moment donné, quasiment dans les bras de François Hollande, j'aurais pu raconter que 10 ans avant, je m'étais évanoui dans les bras d'un tapis aussi quand il était ministre. Bon, mais ça sert à rien tout ça. Là, on le met parce que c'était pour montrer que même quand on est journaliste un peu aguerri, qu'on se rend à l'Élysée et qu'on passe du temps avec le président, le stress peut vous envahir. Voilà. Et qu'il faut l'accepter, et éventuellement le dominer, on n'y arrive pas toujours. Lorsque vous révélez l'affaire des écoutes concernant Nicolas Sarkozy, on voit que vous êtes l'objet de menaces, à la fois des courriers, de menaces de mort, des menaces physiques. Est-ce qu'il vous est arrivé à un moment d'avoir peur, de douter, au point d'envisager d'arrêter ce type d'enquête? Non, alors franchement, d'abord jamais, moi je sais que la peur, j'ai jamais éprouvé ça dans mon métier, en tout cas sur le territoire français, voilà, pas la peur, non. On sait très bien, par définition, que la plupart du temps, les journalistes qui sont menacés, c'est des gens qui ne vont rien faire en fait. Leur plaisir, c'est d'envoyer des lettres ou des balles, en l'occurrence, qu'on a pu recevoir, etc. C'est de mettre la pression. Mais c'est pas, s'ils veulent vous tuer, en fait, ils n'ont pas besoin de vous menacer, ils vous tuent directement. Voilà. Donc, nous, c'est pas de la peur. Ça nous a, à aucun moment, je pense qu'on s'est dit, ah bah tiens, on a reçu cette lettre de menace, donc on va arrêter d'enquêter sur tel ou tel. Non. Au contraire, notre caractère fait qu'on a encore en plus envie d'y aller. Troisième point, ce qui nous a beaucoup gênés, nous, l'un comme l'autre, c'est qu'il y a des menaces qui ont visé nos familles respectives. Alors ça, là, on l'a très mal vécu. On l'a très mal vécu parce qu'elles n'y peuvent rien, il y a des enfants et tout, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ça qui a été vraiment insupportable. Et enfin, quatrième point, le plus important pour nous, c'est que on en parle à un moment, mais juste parce que ça a affecté notre travail, puisqu'à un moment, on a été sous protection policière, donc comment voir des sources, etc., c'est très compliqué. Donc on était obligé de passer un peu par cette étape-là. Mais on ne veut surtout pas en rajouter. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Il y a des journalistes aujourd'hui ukrainiens dans les zones contrôlées par la Russie qui ont disparu, qui ont été enlevés. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus, est-ce qu'ils sont torturés, assassinés, etc. Et je parle juste de cet exemple parce qu'il est récent. Mais dans le monde, aller au Mexique, interroger les journalistes qui enquêtent de manière générale. Ils se font massacrer, ils se font assassiner aussi. Donc à côté, nous les journalistes français, on n'a pas le droit de se plaindre. Honnêtement, on n'a pas le droit de se plaindre. On sait que malheureusement, il y a nos confrères de Charlie Hebdo dans un domaine spécifique qui ont été la victime des tueurs islamistes. Mais c'est quelque chose de ponctuel, mais sur le journalisme d'investigation au sens large, les gens qui travaillent dans les affaires politico-financières, en France, je n'ai pas souvenir qu'il y en ait un seul qui ait été assassiné ou même qu'il y ait eu une tentative d'assassinat. Donc il faut rester mesuré. En fait, il faut plutôt voir les choses inversement. On est dans un pays dans lequel on peut enquêter, on peut investiguer sans risquer de se prendre une balle au coin de la rue, et c'est pas le cas dans le monde entier. Donc il y a sans doute des progrès à faire, on peut toujours mieux faire, etc. Mais globalement, on n'est pas en droit de se plaindre, je pense, en France, des conditions de la pratique journalistique. Rien à ajouter? Non, je pense qu'il a bien résumé les choses. On ne peut pas se plaindre. On passe notre temps à enquêter, à déranger les gens. Il est logique que le pouvoir essaye à sa façon, lui aussi, non pas de se venger, mais d'essayer d'empêcher que nos enquêtes prospèrent. Ça s'est passé depuis la nuit des temps. Ça continuera. Après, il y a des méthodes qui sont illégales, qui sont employées parfois. On a été espionnés, on a été cambriolés, on a été mis sur écoute, menacés, etc. Je serais tenté de dire que c'est quasiment la règle du jeu. C'est dommage, mais c'est comme ça que ça se passe. Là où c'est un problème, c'est quand ça se passe dans des pays comme en Russie ou ailleurs. Et dans ces cas-là, c'est une autre paire de manches. Donc moi, j'aurais de mauvaise grâce à me plaindre. Merci, messieurs. Merci pour l'interview.